Eh bien, on va commencer. Bonjour, à nouveau Anthony Molik. Je suis responsable de la région sud-ouest de Med6. Vous êtes sur un séminaire Med6 autour de la Power Platform. On va peut-être commencer par vous décrire un petit peu Med6 et son histoire, si ça ne vous dérange pas. Donc, Tanguy, si tu peux juste avancer le slide. Et aussi présenter les intervenants. Donc voilà, donc je suis Anthony, c'est moi le petit carré vert. Dans l'ordre d'apparition, nous aurons Tanguy, qui est responsable de la région sud-est de Metz6, qui inclut Lyon, Aix et ses villes merveilleuses, et Hervé, qui est notre responsable technique, directeur technique au niveau national, et qui a aussi l'insigne honneur d'être Microsoft Regional Director sur la France et sur une offre qui est assez intéressante et qu'on va décrire tout de suite. Donc Med6, c'est une société qui existe depuis 2011, avec un potentiel de croissance qui est assez fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes un pure player Microsoft. Donc, notre vocation, c'est d'accompagner nos clients à l'adoption des technologies Microsoft et également de pouvoir profiter de tous les aspects de la plateforme. Ce qui est aussi intéressant à mentionner, c'est que nous sommes présents en région. Nous allons avoir bientôt 10 bureaux en région avec l'ouverture de Aix très prochaine. Et ce qui vous permet aussi de profiter de notre expertise au niveau local, avec des centres de services au niveau national. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a vocation à vous assister sur la totalité de la plateforme Microsoft. On est un des rares acteurs à être ce qu'on appelle multi-cloud, donc les plateformes Office 365 ou Microsoft 365, les plateformes Azure et la plateforme Dynamics sont des éléments qu'on maîtrise correctement, avec des réels sujets intéressants de transformation numérique, mais également autour de la donnée, donc avec une practice qui s'appelle Digital Intelligence and Data, qui nous permet d'avoir des démarches autour de la BI, autour de l'intelligence artificielle, autour de l'IoT et des applications modernes, que ce soit sur des téléphones portables ou que ce soit sur d'autres devices. Évidemment, la gestion des infrastructures, que ce soit dans le cloud ou pas, le poste de travail avec ces nouveaux usages. La crise que l'on vient de connaître a montré que le modern workplace ou la nouvelle façon d'utiliser des périphériques était le cœur de toute société et qu'il fallait absolument les gérer correctement. La plateforme business, donc avec Dynamics, le CRM, et le tout, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, intégré dans une démarche de cybersécurité et de tests constants par rapport à la vulnérabilité de ces environnements-là et éventuellement la capacité que l'on peut apporter sur ces environnements de les renforcer en termes de sécurité. Donc on a une démarche effectivement d'audit, de conseil et d'intégration sur ces environnements. Le point qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une offre de managed services, de services managés, que ce soit pour des SOC, donc des centres opérationnels de sécurité, ou tout simplement pour gérer vos parcs informatiques de manière beaucoup plus simple. Donc voilà, l'idée c'est aujourd'hui de vous faire découvrir les solutions autour de Power Platform. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure, c'est que c'est une session organisée en Microsoft Live Event, que vous avez la possibilité de nous poser des questions sur la partie droite, qui s'appelle le chat de mémoire. On va traiter ces questions au fur et à mesure de la session, et je poserai les questions les plus pertinentes ou celles qui sont les plus intéressantes directement à mes collègues pour que vous puissiez avoir un retour direct. La différence avec Microsoft Teams, c'est que vous ne pouvez pas interagir avec nous par audio ou par vidéo, donc le seul moyen de nous poser des questions, c'est par ce chat. J'en ai fini pour ma part, je vais passer la parole à Tanguy, qui va parcourir avec vous l'agenda de cette session. À toi Tanguy.
Merci Anthony. Bonjour à tous. Je vous propose un petit agenda sur un tour d'horizon de la Power Platform et de tous les composants en fait de l'idéation jusqu'à la partie gouvernance sur la Power Platform. Alors, dans un premier temps, on va vous faire une présentation en 3 slides de ce qu'il y a dans cette Power Platform. Vous verrez aussi comment est-ce que on va chercher les idées et qu'on traduit ces idées en spécifications pour ensuite les réaliser. On fera une petite démo sur l'environnement Power Platform pour vous montrer la simplicité et la capacité de pouvoir adresser un use case qui typiquement est celui qu'on a déployé chez Medsys. Le passage d'un pilote à la mise à l'échelle, comment est-ce qu'on se crée une équipe pour pouvoir adresser effectivement toutes les applications au sein de votre contexte. Et en dernier, on fera une petite passe synthétique sur la gouvernance de la Power Platform, une étape effectivement tout aussi nécessaire pour maîtriser la plateforme dans votre contexte. Donc, je vais laisser la parole à Hervé pour ce petit tour d'horizon. Pas technique. Donc, je vous rappelle, c'est un webinaire sans code. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Alors, rapidement, pour présenter la problématique, comme le disait Anthony, hein, les différentes crises qu'on a traversées, dont la crise sanitaire qui est encore en cours, ont rebattu pas mal de cartes. Au niveau notamment de la notion de télétravail. Donc on a travaillé en mode collaboratif un peu différemment. On a vu aussi le fait de travailler de chez soi, tout le monde n'avait pas forcément des devices d'entreprise. Donc la notion de modern management dont on parlait pas mal depuis un certain temps, les entreprises y ont eu recours. Et puis souvent ce qu'on appelait le dernier sujet, c'est aussi fait jour dans les DSI, qui consiste à dire j'ai des environnements collaboratifs différents, je travaille sur des devices différents. Maintenant, est-ce que mes applications, qui étaient très orientées historiquement, PC, s'appliquent toujours, sont toujours en phase avec mes métiers et avec les utilisateurs. D'où l'intérêt de la Power Platform. La Power Platform, donc je présenterai rapidement les briques après, c'est effectivement déjà proposer une expérience moderne aux utilisateurs qui correspondent à des besoins métiers, qui tournent sur un certain nombre de devices et qui soient vraiment en cohérence avec le device, qui puissent utiliser une multitude de sources de données. Parce que au sein des entreprises ou des établissements, on a beaucoup de données. Hein, ça reste, on aura l'occasion Tanguy aura l'occasion de le représenter après. Ça reste le cœur de beaucoup de choses. Et puis tout ça, pour fédérer tout ça, effectivement, c'est créer une application. Et pour créer une application, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. Donc l'idée, c'est d'avoir Tanguy l'a déjà évoqué, du low-code jusqu'à du no-code. On est plus souvent effectivement sur du low-code, hein, pour que des personnes non forcément développeurs puissent développer les applications qui leur correspondent bien. Donc pour maintenant passer aux différentes composantes, rapidement. Donc, on a illustré 3, il y a 4 principales briques. Donc, Power Apps, effectivement, ça va être la partie, vraiment le cœur du sujet qui vous sera montré, donc le développement d'applications en mode low-code, donc accessible à beaucoup plus que le développeur habituel en entreprise, donc avec un certain nombre de modèles prédéfinis, de l'intelligence artificielle. Le composant Power BI, qui est souvent le plus connu, donc qui sert effectivement à travailler ces différentes sources de données et puis surtout à les mettre en forme. Hein, on voit sur la capture d'écran, il y a vraiment des façons très intéressantes de mettre en forme les données géographiques, etc. La partie Power Automate, Flow, il y en a peut-être qui l'ont connu sous le nom de Flow, qui permet d'organiser tout un tas de process et de flux d'informations. C'est un petit peu du RPA, voilà, pour simplifier des tâches répétitives et des processus informatiques. Donc on est dans l'automatisation, et puis une partie Power Virtual Agent qui correspond à une partie chat. Voilà.
faire des chats sur des sites et tout. Alors, à quels utilisateurs ça va s'adresser? Il y a les personnes qui sont sur le terrain, donc on a l'appellation souvent col bleu et col blanc. Donc les cols bleus, c'est ce qu'on va appeler comment un petit peu plus, de manière un petit peu plus sympathique, on va dire les first line workers. Donc c'est les personnes qui sont sur le terrain. Alors c'est pas forcément eux qui vont développer les applications. Par contre, ils ont besoin d'applications qui soient vraiment, ils sont en contact avec vraiment le cœur du business souvent de l'entreprise et ils ont besoin d'être le plus efficace possible avec le type de device. Alors, volontairement, vous avez illustré la partie donc, qui sera avec les Surface Duo et Surface Neo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc la notion, c'est pas du foldable, hein, c'est du double écran. Il y a vraiment du double écran et voilà, il y a des concepts intéressants pour dire d'un côté, je vais avoir mon application au sens Power Apps qui est intégrée dans Teams. De l'autre côté, je vais avoir la messagerie, je vais avoir une autre application, etc. Et puis vous avez, non, si tu veux, voilà, la partie là qui va concerner des personnes qui habituellement ne développaient pas d'application et qui sont capables de le faire, ce qu'on va appeler les citizen developers. Donc c'est cette notion de Power Apps et de low-code leur permettra de développer les applications là où auparavant utiliser du Visual Studio, même du Visual Studio Code, aurait été compliqué. Donc merci, là, je vais passer la main à Tanguy. Donc, avant de créer une application, en fait, il faut aussi la penser et aller identifier les usages. On va vous faire un petit retour d'expérience sur les méthodes qu'on utilise chez Metis pour aller traduire une idée en spécification, donc réunir effectivement métier et IT. Avant de parler idéation, il faut aussi parler des drivers, en fait, des déclencheurs d'une initiative sur la Power Platform. Ce qu'on retrouve le plus souvent, qui va effectivement être un bon candidat pour être transformé sur la Power Platform, ce sont des applications legacy. On pense effectivement à certains clients qui ont encore des choses qui tournent sur des solutions de type Lotus Notes et qui sont qui ont migré sur Office 365. On va parler des fameuses macros Excel impossibles à maintenir dans le temps et qui ne sont pas forcément d'une ergonomie des plus abouties. Potentiellement des développements spécifiques, parfois complexes à maintenir dans le temps. On a aussi des utilisateurs avancés qui détournent parfois des sites SharePoint pour en faire des applications à leur sauce. Le classique Shadow IT, où effectivement on a des solutions non validées qui viennent s'installer comme par magie sur certains postes des utilisateurs. Et puis, ce qui apporte peut-être le plus d'optimisation au métier, c'est comment je transforme un processus papier, typiquement un questionnaire, en processus beaucoup plus optimisé sur la base de la Power Platform. Donc ça, c'est les drivers. Après, comment est-ce qu'on fait le lien entre le métier et l'IT? Vous avez peut-être effectivement vécu dans votre contexte effectivement les échanges parfois complexes entre ces deux populations, et avec des méthodes d'idéation, des méthodes simples et surtout engageantes pour aller justement passer d'une idée à une spécification. Donc, chez Metis, on a développé en fait cette approche et notre recette en fait est assez simple, hein, c'est qu'on décompose ces ateliers en 3 étapes. On réunit effectivement métier et IT soit dans la même salle, soit dans la même salle virtuelle, on en parlera tout à l'heure. La première chose, c'est de casser effectivement les barrières entre l'IT et le métier avec des méthodes très simples de ce qu'on appelle icebreaker. On en a une assez sympathique qu'on a développée aussi de façon digitale. La deuxième étape, c'est peut-être le cœur de cet atelier, une fois que tout le monde se parle, c'est comment est-ce que je génère les idées, comment est-ce que j'associe toutes les idées de toutes les personnes qui sont présentes pour en faire un produit fini. Et la dernière étape, c'est parfois on est assez prolixe dans l'identification de ces idées, c'est quelles sont les idées que je vais sélectionner et comment est-ce que du coup je vais pouvoir en créer une spécification derrière. Donc 3 étapes, nos méthodes préférées. Voilà. La première, l'icebreaker, c'est la méthode qui chez nous fonctionne le mieux, c'est Mister Patate. Effectivement, Monsieur Patate, pardon, en français, qui nous permet d'aller décrire effectivement les personnes et les métiers de manière assez ludique. On effectivement construit
un objet effectivement pour s'identifier et se présenter aux autres. Croyez-moi, ça crée du lien. La deuxième méthode qu'on apprécie le plus, c'est la partie, effectivement, sur la partie générale des idées, c'est le volet associé au Lego Serious Play. Donc, on va demander aux participants de construire des objets formés individuels de façon à résoudre le problème ou adresser une thématique donnée. Et c'est une méthode plutôt très engageante, justement, pour aller générer et recenser les idées. Et donc, une fois qu'on a toutes ces idées, on utilise des méthodes de type mood board ou écriteau de confiance, où chaque participant va donner son avis sur les différentes idées qui ont été recensées pendant cet atelier. Donc vous avez compris, pour faire l'idéation, il faut aller dans un magasin de jouets, en fait, pour aller effectivement s'équiper de méthodes, en fait, qui vont permettre de faciliter l'engagement et la participation de tout le monde sur ces ateliers. Sauf que, avec le contexte, effectivement, manipuler des choses à plusieurs, c'est plus compliqué. Donc, ce type d'atelier, maintenant, on a aussi l'approche de le digitaliser. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon qui est directement intégrée dans Teams, qui s'appelle Microsoft Whiteboard, qui permet effectivement, d'une façon un peu, on va dire, collaborative, de partager des idées. Et puis, nous, pour des séances un peu plus avancées, on va utiliser des plateformes en fait prêtes à l'emploi, comme Klaxoon, sur lesquelles on va, par exemple, décliner une des méthodes. Là, je vais vous montrer effectivement que c'est une plateforme qui peut, par exemple, vous permettre d'aller digitaliser un Monsieur Patate, justement, où on va pouvoir retrouver la même interaction qu'on a en face-to-face, mais sur la base d'une plateforme où on pourra réunir effectivement des gens sans qu'ils soient forcément dans la même salle, sans qu'ils touchent forcément les mêmes choses, et potentiellement à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Voilà un petit peu un rapide aperçu synthétique de notre approche d'idéation. On a d'autres méthodes qu'on utilise en fait en fonction du contexte. Donc, ça nous permet effectivement d'aller récupérer ces idées pour les transformer en spécifications. Donc ça, on l'a fait chez Métis. Et du coup, on va passer à la partie réalisée. Donc, l'idée qui avait émergé effectivement chez nous, on a tout simplement une flotte de véhicules en fait, de services qu'on utilise pour aller chez nos clients de manière occasionnelle ou continue. À chaque fois qu'on prend une voiture, on est censé faire son état des lieux. Donc, état des lieux papier, avec effectivement parfois un état des lieux qui n'est pas fait ou qui est fait très ou trop rapidement. Donc, on a décidé de digitaliser cette approche-là. Et je vais vous montrer, donc, sur ce use case, comment est-ce que Power Apps va nous permettre effectivement de gérer et de faire ces états des lieux. Comment est-ce qu'on va pouvoir aller optimiser nos process en créant des alertes sur les données qui sont montées, et puis comment, avec cette partie analyse, on va pouvoir optimiser notre parc automobile. Donc, c'est 100% démo, presque sans code, donc je vais basculer sur l'interface de Power Apps. Alors, quand je dis interface de Power Apps, eh bien oui, Power Apps, en fait, c'est du full web, c'est-à-dire que quand vous créez une application Power Apps, vous êtes dans une page web qui va vous permettre effectivement de définir des écrans. Chaque écran va disposer de composants. Ces composants vont aller soit chercher de la donnée, soit en renvoyer, soit générer une action. Et donc, typiquement, dans notre application, on va déjà lister nos véhicules. On va afficher les détails. Et puis, on va vouloir faire l'état des lieux sur nos véhicules. Donc, volontairement, les écrans sont simplifiés. Ce qu'on va renseigner, c'est qui est le dernier utilisateur, est-ce que le plein est là, les vitres sont fermées, est-ce que le véhicule est propre et aspiré, le kilométrage, de manière justement à pouvoir, par exemple, superviser le prochain entretien. On va voir en presque sans code comment est-ce que je vais aussi rajouter une localisation GPS. Donc, je vais rajouter de manière extrêmement simple. Alors, pour le coup, il y a un tout petit peu de code, mais c'est... Je vais rajouter donc le fait de pouvoir récupérer ma latitude et potentiellement ma longitude. Et puis, quelque chose de potentiellement aussi intéressant quand on fait un état des lieux, c'est de prendre une photo.
Donc, je vais voir dans mes composants, rajouter un média de type Add Picture. Et là, automatiquement, en fait, mon application va pouvoir intégrer la localisation GPS et la prise de photo de manière extrêmement simple. Vous avez vu, en même pas 2 minutes, presque sans code, de manière à pouvoir effectivement créer cette application. Donc, à quoi ça ressemble dans la vraie vie? Comment on l'utilise? Donc voilà, donc c'est une application qu'on a poussée sur nos périphériques via notre fabuleux outil de MDN iTunes. Et l'utilisateur, effectivement, quand il va récupérer la voiture, donc Power Apps se lance sur son mobile, il a la même interface que vous avez vu que j'ai définie avec vous, il effectue l'état des lieux. Donc là, l'utilisateur a changé, c'est plus Tanguy, c'est Hervé, qui effectivement donc, va chercher son nom dans l'annuaire, vérifie que tout est bon, et puis va automatiquement donc, prendre une photo donc, de la voiture. Donc c'est vraiment du live, hein. Alors ça a été enregistré, mais c'était du vrai live. Donc les composants qu'on a choisis fonctionnent de manière extrêmement simple et native sur votre périphérique mobile, que ce soit effectivement de l'Android ou de l'iPhone. Et là, c'est vraiment une application qui a été assez simple à mettre en place et à créer. Maintenant qu'on a effectivement généré ces données que sont les données qui ont été récupérées depuis l'état des lieux, on va voir comment est-ce qu'on va les exploiter pour, par exemple, vérifier ou prévenir du moment où je vais devoir faire ma révision. Donc, quels que soient donc on connaît en fait les cycles de révision, hein, par exemple là sur les voitures qu'on vous a montré, donc on est sur des cycles de révision de 30 000 km. Donc, comme on récupère le kilométrage à chaque fois qu'on fait un état des lieux, on va pouvoir parser, en fait, on va pouvoir vérifier à chaque fois qu'il y a un nouvel état des lieux si mon kilométrage ne s'approche pas d'une bande de 30 000 km. Donc, on va vérifier effectivement à faire. Là, typiquement, on était sur une voiture qui était à 56 000, donc 26 000 par rapport à 30 000 km. Ça me calcule un ratio, et si mon ratio est supérieur à 0,8, donc il me reste 20% de kilomètres à faire avant la prochaine révision, on va envoyer un mail à la personne qui va s'occuper des voitures. Alors, c'est pas moi, hein, mais c'était juste pour la démo. Je vais vous montrer aussi à quel point c'est extrêmement simple de mettre à jour un flow, un Power Automate, pardon. Power Automate. Voilà, donc typiquement, en 30 secondes, j'ai rajouté quel était le nom du dernier utilisateur. Donc, on est vraiment sur des actions simples pour créer ces Power Applications. Donc, on a généré nos alertes. Et donc, comme quand Hervé est allé faire l'état des lieux, donc 56 000 km, donc ça veut dire qu'on a un ratio qui est supérieur à 80%, et donc effectivement qu'il faut prévoir une révision. Donc ça, c'est Power Automate qui s'est chargé de nous prévenir qu'il fallait faire une révision. Maintenant qu'on a effectivement donc, automatisé et puis digitalisé notre expérience pour l'état des lieux, on va voir comment est-ce qu'on peut aussi exploiter les résultats. Alors, avec effectivement un des autres composants de la plateforme Power Apps, notre ami Power BI. Donc, comme la donnée, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais toute la donnée qui est associée à cette application, elle est stockée. Alors, nous, on utilise beaucoup SharePoint, des listes SharePoint. Power BI, d'ailleurs, peut être utilisé pour aller représenter de manière graphique toutes les données qu'on a récupérées dans notre application. De manière très simple, effectivement. Donc là, on a un parc de la région sud-est, effectivement composé de 5 voitures, sur lequel on va pouvoir imaginer de superviser dans le temps le nombre de kilomètres qu'on va faire. Et donc, typiquement, je m'aperçois que sur une voiture, j'ai certaines voitures qui seront avec des moyennes mensuelles assez faibles, et d'autres qui seront sur des moyennes un peu plus importantes, ce qui va nous permettre derrière, comme une voiture de service, en fait, un kilométrage annuel, de pouvoir optimiser chacune des voitures à son plus juste kilométrage. Donc, si on se focalise sur notre premier trimestre, parce que le deuxième trimestre a été un peu perturbé, donc effectivement, on voit que ma première voiture tourne à 745 km par mois, et que par exemple, celle-ci est à 391. Donc peut-être un intérêt effectivement de basculer l'une vers l'autre. Donc voilà, après d'autres possibilités effectivement à travers Power BI, ça c'est juste une petite
vision synthétique de ce qu'on peut faire à partir des données qu'on a créées simplement. Parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut effectivement aller plus loin, puisque là, on a déjà une base, et ce qu'on pourrait par exemple rajouter en termes de fonctionnalité de manière native, presque native, parce que effectivement Power Apps et Power Platform sont totalement intégrés dans la plateforme M365, c'est coupler ça avec les agendas, de manière à pouvoir automatiquement réserver les voitures, et donc lorsqu'on arrive sur l'application, d'être uniquement sur sa voiture. L'algorithme d'optimisation des kilomètres que je vous ai montré de façon manuelle sur Power BI et l'automatisé. Et puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais effectivement, les collaborateurs qui prennent les voitures mais qui ne font pas l'état des lieux, c'est comme on a l'agenda effectivement des voitures, les relancer d'abord toutes les heures, puis après toutes les 5 minutes pour qu'ils fassent l'état des lieux. Donc voilà typiquement les scénarios qu'on pourrait rajouter sur cette application. Et on pourrait même aller plus loin, parce que on peut aussi coupler ça avec de l'IA, de l'intelligence artificielle. Imaginez un scénario où justement on couple ça avec Azure Cognitive Services, et la prise de photos va nous permettre, après apprentissage, d'identifier s'il y a un souci sur la voiture, par exemple une petite égratignure ou un mur qui aurait traversé la route devant la voiture. Voilà. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec la Power Platform et comment on passe de l'idée à l'application, je vais laisser Hervé nous parler de comment est-ce qu'on fait pour créer une équipe pour faire des applications Power Apps, Power Platform. Voilà, donc en fait, Tanguy nous a montré effectivement de très belles applications et relativement simples à concevoir et à développer. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire, nous, on a mis en place un centre d'excellence Power Platform, et comment, qu'est-ce qui est requis pour une Apps Factory ou pour monter vous-même votre propre centre d'excellence. Donc en fait, le premier sujet, c'est d'avoir la Dream Team qui va bien. Donc dans cette équipe de rêve, qu'est-ce qu'on va trouver? La composante métier, la composante data, donc ça c'est vraiment le premier sujet indispensable, donc des business analysts pour la data, des experts fonctionnels pour le métier. On va s'appuyer, donc vous avez vu, c'est quand même du low code, il y a quand même une petite partie de mise en forme Power Platform, donc dans Power Apps, donc il est quand même recommandé d'avoir un expert Power Platform, soit sur la partie Power Apps, soit sur la partie flux avec Power Automate. Une partie sur laquelle je vais revenir tout de suite après, donc l'interface utilisateur, qui est un élément aussi extrêmement important. Pourquoi? Parce que, alors, une belle interface utilisateur ne fait pas une belle application. A contrario, en règle générale, une mauvaise interface utilisateur est signe d'une mauvaise application. Et puis une partie, parce qu'on touche l'utilisateur, on a fait une belle application avec les 3 premières personnes. Il est aussi important de gérer le change, c'est-à-dire d'aller expliquer, ou si notre application évolue, effectivement, que l'utilisateur soit à même de s'approprier au mieux l'application ou l'interface ou les devices qui utiliseront cette application. Et puis toute cette équipe va s'appuyer effectivement sur un coordinateur qui lui-même promeut un certain nombre de processus et de méthodes sur lesquels je reviendrai dans une deuxième phase. Donc sur le premier sujet d'interface utilisateur, donc important de garder à l'esprit, c'est un sujet, il faut vraiment penser interface utilisateur, alors qu'elle soit sexy, passerai l'expression, mais c'est important. Mais une belle interface utilisateur, c'est pas qu'elle soit juste belle, c'est qu'elle doit être adaptée en termes d'ergonomie, en termes de situation, c'est-à-dire voilà, mon application elle est faite pour être sur des devices mobiles, ou elle est faite pour s'adapter à différents types de devices. Elle peut aussi bien être consommée sur un PC, un Mac ou une tablette. Donc c'est vraiment anticiper un certain nombre de comportements utilisateurs et de besoins. Voilà. Alors, on a quand même rappelé, on aime bien utiliser des petites phrases, effectivement. Faut différencier quand on construit quelque chose, il y a ce qui est pensé pour être beau, et il y a ce qui est pensé pour être pratique. Donc, c'est illustré avec la bouteille de tomato ketchup sur lequel Tanguy aurait plein d'anecdotes à vous raconter, mais ça je vous le laisserai après. Et puis en disant non, mais voilà, c'est une phrase qui est relativement connue, mais une interface utilisateur, c'est comme une blague, si on a l'expliqué, c'est qu'on a raté notre cible. Alors sur la méthode, rapidement,
eh ben, on va être typiquement dans les méthodes agiles et même hyper agiles, donc avec des cycles le plus court possible. Donc agile ne veut pas dire faire n'importe quoi, hein, mais voilà, on va essayer d'être sur des cycles le plus courts possible, de manière effectivement à avoir des retours métiers utilisateurs les plus immédiats et de proposer rapidement, enfin d'avoir un go-to-market, c'est super important, hein, d'avoir un go-to-market rapide, quitte à faire ensuite des itérations. Donc, vous connaissez les différentes phases, je vais pas m'attarder dessus. Effectivement, il y a des phases d'analyse, il y a la phase de configuration, on restitue, on fait un retour sur soi-même, évidemment, en fonction de ce qui a pu être restitué, jusqu'à une phase de validation, et ensuite, on rentre dans ces cycles en permanence. Donc, une méthode par itération. Ensuite, une fois qu'on a la méthodologie, c'est établir une sorte effectivement de catalogue avec une sorte de catalogue de services, hein, où vous allez fournir des applications avec des niveaux de complexité qui vont être un petit peu différents. Donc, nous, on en a identifié 4 principaux, peut y en avoir plus, peut y en avoir moins en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Donc, il y a la démo. Donc voilà, on a illustré avec certaines choses, et puis vous vous dites, c'est un certain nombre d'écrans, c'est un certain nombre de sources de données, parce que ça c'est aussi important dans la notion de complexité. Et puis, corollaire de la notion de source de données, les flux qui organiseront tout ça. Donc effectivement, on voit qu'au passer de démo à complexe, on rajoute du nombre d'écrans, on rajoute des sources de données, on rajoute un certain nombre de flux, jusqu'à rajouter aussi des composants, donc des composants multilingues, des composants de type ce que Tanguy a montré, donc des données GPS, des données prises à la caméra pour la voiture. Et puis tout ça, ça va vous donner une idée aussi de se dire, voilà, la démo, je vais être par exemple sur un jour, le simple, je vais être sur 3-4 jours, avancé, je vais être sur 8 à 10 jours, et puis complexe, ça peut être effectivement, là, il y a un petit peu plus d'analyse, entre guillemets, une petite phase de cahier des charges ou à regarder pour construire ce catalogue de services. Sur le slide... Le slide suivant, nous, on s'est basé sur tout ça pour construire effectivement la Medsys App Factory, notre centre d'excellence, sur lequel on est capable de traiter des données de type incident, des données de type correction, des montées de version d'applications, puisque dans les cycles itératifs, effectivement, on a souvent des montées de version d'applications à faire. Comme Tanguy l'évoquait, hein, il y a une première version de l'application mobile pour les voitures, puis après, c'est rajouter de l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les incidents de parcours. J'ai bien aimé, effectivement, le mur qui traverse bizarrement la route. Il y a des personnes à qui ça arrive plus fréquemment que d'autres. Des évolutions fonctionnelles qui, elles, sont demandées par le métier, par les utilisateurs. Donc, un guichet unique avec de la gouvernance, ça sera notre sujet. C'est vraiment un sujet super important, donc on y reviendra tout de suite après. La gestion des demandes, le chiffrage, le pilotage, tout ce qu'on peut trouver en œuvre. Et puis, intégrer ces différentes phases qu'on vous a montré avant, la partie conception, la partie intégration, et puis la mise en œuvre jusqu'à l'utilisateur final. Donc, si maintenant, on passe à la partie gouvernance, voilà. Pourquoi il y a vraiment besoin de cette gouvernance? C'est un sujet extrêmement important, parce que quand on va parler low-code, donc on s'adresse, comme je vous disais tout à l'heure, à des citizen développeurs, on pourrait dire, pour utiliser un terme imagé, c'est un petit peu effectivement les apps, tout le monde est capable de faire sa propre application, tout le monde est un développeur, c'est un petit peu une ubérisation du développement. Donc ça, en général, effectivement, les métiers, les développeurs, les utilisateurs, les citizen développeurs, les utilisateurs finaux, les first line workers sont extrêmement demandeurs. À contrario, donc c'est la partie qui est illustrée à droite, on a effectivement la DSI qui est plutôt réticente parce qu'elle voit une partie de... c'est assez naturel, hein, se dit il y a toute une partie de pilotage, parce qu'elle est responsable de la sécurité, elle est responsable d'un certain nombre de choses, de fournir un certain nombre de services, c'est elle qui est en charge ces responsabilités-là, donc s'inquiète en disant non mais attendez, ça risque d'être un petit peu n'importe quoi, comment on va gérer les évolutions, qui va faire quoi, qui sera responsable de quoi, d'où la nécessité effectivement de mettre en place cette gouvernance. Donc c'est vraiment pas une option, c'est une obligation comme le change. Et là je vais repasser la parole à Tanguy. Merci Hervé. Alors, nous, on a identifié effectivement 5 volets clés dans la mise en place d'une gouvernance sur la plateforme Power Apps.
Sachant que la plateforme Power Apps reste quand même une plateforme assez jeune, même si certains de ses composants ont déjà quelques années d'existence. Aujourd'hui, les déploiements, en fait, chez nos clients sont au démarrage, hein, pour la plupart. Donc, ces 5 points clés identifiés sont, comme le disait Hervé, des prérequis pour pouvoir piloter en fait votre plateforme dans le temps et éviter que ce soit la foire d'empoigne, que ce soit sur des volets comme la sécurité, le monitoring, puisqu'on a besoin de voir si les composants qu'on a créés fonctionnent, ou plus simplement aussi l'usage, puisque c'est aussi important de savoir si ce qu'on a fait est utilisé ou pas. On le verra par rapport à la partie licensing. La partie effectivement alerte, comment est-ce qu'on peut superviser Power Platform avec des composants Power Platform justement. Le volet sur lequel je vais peut-être le plus axer aussi mon discours, c'est toute la partie gestion du cycle de vie. Comment est-ce qu'on on gère l'évolution d'une Power Apps dans le temps. C'est un sujet assez, on va dire, pas forcément adressé par nos clients, et on y pense que lorsqu'on veut mettre à jour l'application, et c'est pas forcément quelque chose de très simple à faire. Et puis, comment est-ce que mes utilisateurs, je vais les aider et les entraîner sur cette Power Platform. Donc, je vous invite à aller lire le livre blanc que met à jour de manière très fréquente Microsoft, qui est, à mon sens, la meilleure source d'information sur ce volet gouvernance. Nous, on a décliné effectivement cette gouvernance à la sauce Metis, et je vais vous faire un petit peu le détail sur 2 volets qui sont la partie monitor et la partie gestion du cycle de vie. Avant de parler de ça, parce que c'est aussi un élément de gouvernance, et c'est aussi un élément qui n'est pas forcément très simple à appréhender, c'est la partie licence. Savoir par défaut, dans Office 365, enfin, sur certains abonnements Office 365, vous avez le droit de faire des applications Canva, d'utiliser Power Automate avec des connecteurs standards. Donc des applications, par exemple, l'application que je vous ai montrée, on peut la faire avec des connecteurs standards, puisque c'est une application Canva qui va déposer de la donnée dans un SharePoint. Dès lors qu'on va vouloir effectivement aller plus loin sur des connecteurs non standards et premium, ce qu'on appelle par exemple des connecteurs qui vont aller déposer de la donnée sur Azure ou faire un appel sur un point HTTP, on va avoir besoin d'avoir des licences supplémentaires. Donc aujourd'hui, la mode de licensing a récemment changé. Donc si on veut couvrir ses utilisateurs au niveau Power Apps, on a ce qu'on appelle les Power Apps per app ou per user plan, qui intègre la partie Automate, les applications Canva et les applications Model Driven, avec 2 volets effectivement. Soit on va couvrir chaque application, soit on va couvrir chaque utilisateur. Dès lors qu'on va vouloir utiliser donc ces 2 modèles de licence intègrent aussi une partie Power Apps, Power Automate en mode premium. Je m'y perds un peu avec tous ces Power. La partie effectivement Power Automate, où là on parle de flow, donc c'est pareil, quand on fait des connecteurs non standards et des connecteurs type premium, des connecteurs premium, on a besoin effectivement soit d'équiper chaque utilisateur d'une licence, soit on va équiper chaque process d'une licence. Donc, chacun des usages qu'on identifie en fonction du périmètre final, l'un ou l'autre peut être plus avantageux en termes de licensing. Et enfin, il n'y a pas que forcément l'interne qui peut être concerné par l'utilisation de ces Power Apps. Il y a aussi des licences pour les utilisateurs externes qui sont basées sur le taux d'utilisation des utilisateurs authentifiés ou anonymes. Voilà, effectivement, c'est un sujet qu'il faut aborder aussi dans la partie gouvernance. Deuxième volet, effectivement, à savoir avant de parler gouvernance, c'est comment ça fonctionne Power Platform au niveau de votre environnement. Si vous avez un tenant Office 365, ce qu'on déploie dans Office 365, donc ce sont des environnements Power Platform qui peuvent être de différents types. On a du production, on a du sandbox qui nous permet effectivement de faire tout ce qui est environnement de dev et de validation. On a un environnement de développeurs qui sont un peu plus limités, mais qui permettent de créer ces premières applications. Et puis, donc, il faut savoir que dans un environnement donc, Power Platform, en fait, on a ce qu'on appelle des composants, donc les applications Power Apps. Un volet qu'on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais qui est la partie données, puisqu'en fait, Power Platform intègre aussi une sorte de base de données, un entrepôt de données qui s'appelle un CDS, qui vient de l'environnement Dynamics.
la partie flux, donc Power Automate, les chatbots et l'AI Builder, comme l'a présenté au tout début Hervé. Et l'intégration de plusieurs de ces composants dans une solution, et c'est cette solution, en fait, dont on va gérer le cycle de vie. Donc, vous imaginez, effectivement, quand on va vouloir parler ALM tout à l'heure, enfin, gestion du cycle de vie des applications, c'est comment est-ce qu'on bascule d'un environnement de dev vers du test et vers de la prod, et comment est-ce qu'on va maintenir effectivement ces environnements dans le temps. Donc, déjà, il faut savoir que Microsoft fournit un superbe centre d'administration qui a récemment évolué, qui va permettre de pouvoir monitorer et superviser l'usage de la plateforme, que ce soit effectivement au niveau des flux. Là, c'est typiquement, on regarde comment les flux ont été utilisés dans le temps. Et qui va permettre aussi d'aller identifier les problèmes qu'on peut avoir. Par exemple, les flux qui sont en noir sont des flux sur lesquels il y a eu une erreur, et donc c'est ce qui va nous permettre après d'aller identifier en fait comment corriger cette solution. Donc il y a énormément d'interfaces. Une des best practices, parce que c'est possible de le faire, c'est d'aller créer votre propre dashboard pour justement piloter votre Power Platform. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en best practice aussi, c'est de pouvoir automatiser la supervision et la génération d'alertes de la Power Platform avec justement Power Platform. Je vais terminer effectivement cet rapide aperçu synthétique, puisqu'on n'a pas parlé sécurité, ça sera pour un prochain épisode. Sur la partie ALM, comment est-ce que je bascule une application d'un volet, d'un environnement de développement à un environnement de production? Donc, je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai modifié la Power Apps. Donc, aujourd'hui, les modifications, on les effectue directement en fait sur l'environnement. Ce qui veut dire que si on fait effectivement ces modifications depuis l'interface, c'est-à-dire qu'on va modifier directement en production, ce qui n'est pas forcément la meilleure des best practices quand on veut mettre à jour une application. Donc, pour gérer ces mises à jour, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des solutions dans des environnements et on va utiliser donc Azure DevOps pour faire le lien entre ces environnements en créant ce qu'on appelle des pipelines qui vont basculer nos environnements de développement, nos solutions d'environnement de développement en solutions d'environnement de production. Donc c'est assez simple, enfin assez simple, c'est relativement simple, puisque c'est effectivement Azure DevOps, donc on reste sur des environnements de gestion de pipeline, d'intégration continue et de développement continu. Et depuis quelques semaines, donc sont disponibles sur les environnements d'Azure DevOps, donc des connecteurs qui vont permettre d'aller stocker du coup le code de nos Power Apps dans un repository et de créer des pipelines. Voilà, on va monter rapidement une démo où on a un pipeline qui va aller exporter une solution dans l'environnement pour pouvoir la réimporter dans un autre. Donc, ces outils dont je vous parlais, donc ces connecteurs, en fait, pour créer nos pipelines sont dispo depuis seulement quelques semaines. Et ce qui nous permet justement de bien maîtriser le cycle de vie de ces applications Power Platform. Voilà, donc rapide aperçu des volets ALM et Monitor. En fait, on a prévu de réaliser toute une série de webinaires sur ces aspects gouvernance dans les prochaines semaines et mois, donc sur l'été. Ça sera un peu votre cahier de vacances pour être opérationnel à la rentrée, donc de l'idéation jusqu'à la partie gouvernance. Je vais laisser Anthony reprendre la main pour la fin de notre webinaire. Merci Tanguy, merci Hervé. J'ai la joie de clôturer cette session. Le cadeau. Ouais, le cadeau, j'avais pas entendu, excuse-moi Hervé. Donc n'hésitez pas, on a déjà 2 questions qui sont en cours que je poserai tout à l'heure à Hervé et Tanguy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il va nous rester quelques petites minutes pour y répondre. En attendant, j'ai la grande joie de vous offrir le cadeau. C'est assez intéressant d'être sur cette position-là, ça me va ravir. Sachez que sur ce sujet-là, n'hésitez pas à contacter votre responsable commercial chez Med6 ou votre contact commercial.
plus largement, si vous connaissez quelqu'un chez Med6 comme contact et que vous voulez l'appeler pour évoquer ces sujets Power Platform, n'hésitez pas. On est présent en région, comme je le disais en introduction. Et ce qui est aussi peut-être intéressant à mentionner, c'est que pour commencer à débuter la conversation autour de Power Platform, on aura la joie de vous offrir une journée, soit d'idéation, soit sur la réflexion globale par rapport à la mise en œuvre de ce type de solution. Voilà, c'est le petit cadeau de la session. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que voilà, il y a avec Power Platform la possibilité d'aller plus vite, d'être plus agile, de répondre plus rapidement à des besoins métiers, à des besoins fonctionnels et des besoins de l'entreprise. Ceci dit, ça n'empêche pas la conversation et la réflexion autour de ces sujets. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose cette session, cette journée, pour débuter ensemble ces projets nouveaux. J'ai deux questions, messieurs. La première, c'est qu'on a beaucoup parlé d'applications mobiles. Est-ce que Power Apps et Power Platform est aussi disponible ou serait intéressant pour des applications de bureau? La réponse est oui. En fait, alors déjà, je remets nos mails pour ceux qui n'ont pas forcément de contact chez Med6, qui ont besoin effectivement, qui ont une question complémentaire, n'hésitez pas. La réponse est oui, en fait, par défaut, on peut créer des applications soit effectivement mobiles, soit des applications qui sont disponibles dans une page web, sur l'application Windows 10 Power Apps, ou encore mieux, et je garde le meilleur pour la fin, comme toujours, directement intégré dans Teams. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Power Platform, on peut dire publier l'application Power Apps dans Teams. Et donc, c'est même d'ailleurs un des... Hervé en avait fait l'introduction en tout début. Quand on utilise... Enfin, Teams, l'adoption a été multipliée par je ne sais plus combien sur ces derniers mois. Le meilleur usage, c'est d'aller déployer effectivement l'application dans Teams. Et ça se fait en 4 clics. Voilà. Toujours sans code. Ouais, non, juste pour rajouter un point, faut vraiment garder à l'esprit que Power Platform n'a d'autres limites en termes de fonctionnalité que l'imagination de ceux qui créent des applications. Et en termes de device, comme disait Tanguy, voilà, ça tourne sur tout ce que vous pouvez imaginer, en termes de device ou en termes d'interface, navigateur intégré dans Teams, en mode application. Voilà. Ouais, alors tout n'est pas forcément. Il y a quand même quelques limites dans la plateforme. Hein, mais bon, effectivement, on peut déjà faire beaucoup sans forcément avoir besoin de faire une application avec des centaines et des centaines de jours. Power Apps, c'est aussi extensible. On n'a pas parlé, mais on peut aller aussi créer ses propres composants. Je vous ai montré des composants type appareil photo et autres, mais on peut aussi développer. Donc, c'est des composants qu'on va ensuite intégrer donc dans notre Power Platform. Des composants qui peuvent être des boutons d'un style différent ou une interaction d'un style différent. Donc, ça se fait de manière assez simple. Assez simple. Là, par contre, c'est du code, mais développer effectivement des composants dans Power Platform, ça se fait aussi. Tout comme les connecteurs dans Power Automate. Super, merci. Et deuxième question, je vous rappelle que vous avez encore la possibilité de poser des questions. Hein. Il n'y a pas de problème, on a encore un peu de temps. La deuxième question, mais tu as déjà répondu, Tanguy, c'est est-ce que MS Flow existe toujours ou est-ce que c'est remplacé par un autre terme ou une autre technologie? Eh ben, la réponse, c'est que ça s'appelle Power Automate. En fait, Microsoft a renommé il y a quelques mois tout l'environnement, ce qui du coup est parfois complexe je mélange parfois entre Power Apps et Power Platform, mais maintenant tout s'appelle Power quelque chose. Donc Power BI pour la partie data, Power Automate pour la partie automatisation, Power Apps pour la partie applicative. Super, voilà. Merci. Je n'ai pas d'autres questions en attente. Donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Hervé, Tanguy, Aurélie pour l'organisation et puis toutes les compétences Med6 qui nous permettent de vous accompagner sur ces projets et bien d'autres. Donc voilà, c'était c'est la fin de cette session autour de Power Platform. Comme je le disais tout à l'heure, cette session a été enregistrée
et sera mise à disposition sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver. Et les personnes qui ont assisté à cette session recevront directement le lien par email dans les tout prochains jours. Merci Hervé, merci Tanguy, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bientôt, bonne journée. Au revoir.